Alors, il est là, mais il est à Montréal aujourd'hui parce qu'il couvre beaucoup d'activités sportives. Luc Carbonneau, bon matin. Bon matin, monsieur, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, mais je vais te dire une affaire, j'ai déjà hâte de revenir à la maison. Ah, écoute, occupé? Un peu beaucoup, oui, avec du hockey universitaire et collégial en plus cette fin de semaine et en fin de semaine qui s'en vient. L'Everest qui est en plus sur la route à Montréal, fait que tant qu'à faire tout un melting pot, bon, ben, tout ensemble, puis on fait une bonne recette avec ça. Bon, alors parle-nous de l'Everest, là, qui subit une défaite en fin de semaine. Ouais, défaite de 3-2, ça a été un peu crève-cœur, on va le dire. Ça a été un petit peu difficile également. L'Everest qui a quand même fait face au Collège français de Longueuil, donc l'une des 4 formations qui mènent le circuit Fixby. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a du côté de l'Everest, c'est qu'il y a eu démonstration de combativité, de persévérance surtout. À 2 reprises, la troupe de Simon Labrec est revenue de l'arrière par l'entremise de Dan Chrétien et Christophe les 2 fois pour créer l'égalité 1-1 et 2-2. Il faut dire qu'encore une fois, l'Everest, malheureusement, a concédé un premier but rapidement. On sait que l'an passé, ça a été un énorme problème et ça tend à vouloir revenir également cette saison. Peut-être des petites choses à améliorer là-dessus, mais tout de même, être en mesure de créer l'égalité. Puis il faut dire également que Jacob Lavallee a été expulsé en fin de première période parce qu'il y a eu bagarre le long de la rampe avec 12 secondes à faire en première période. Pour une Ouais, bagarre, ça a été loin d'être. c'est un Vas-y. peu surprenant, Luc, de la bagarre dans la Ligue junior 3A. C'est assez surprenant. Ouais, disons que dans ce que je pourrais dire, de ce qu'on peut voir sur YouTube, là, j'ai déjà vu des bagarres beaucoup plus imposantes que ça avec Chris Nyland ou encore Shane Carson, mettons, exemple, là, pour donner pour ceux qui sont plus vieux, ou encore Nicolas Deslauriers a déjà frappé plus fort que ce que Jacob Lavallee a fait vendredi soir passé. C'est rare d'avoir des bagarres, effectivement, mais disons que c'était pas une grosse intensité comme bagarre. Là, je vais être bien franc. Je pense que 2 lutteurs de sumo auraient peut-être été plus imposants que ce qu'il y a eu vendredi soir là, pour expulser Jacob Lavallee. Quoi qu'il en soit, privé de 40 minutes de son meilleur attaquant en termes d'habileté, c'est sûr que ça fait mal. Donc, l'Everest qui, malheureusement, est tombé dans le piège du Collège français de Longueuil. Et Jonathan Labrie, il faut le souligner également, a fait de l'excellent travail devant la cage des Sud-Côtois en bloquant 36 des 39 lancés auxquels il a fait face. Labrie, lors des gros matchs très importants, est souvent, et pour pas dire est toujours là, à l'exception du match contre Terrebonne, Labrie a toujours fait de façon impeccable le travail sans avoir quoi que ce soit à se reprocher. Là, quand un gardien se trouve avec une moyenne de 920, 930 par rencontre et plus, on peut sans aucun doute dire là, que le gardien a fait le travail qu'il devait faire. Luc, au classement, comment se comporte notre club sur le côtois? Présentement, l'Everest est 6e au classement général. En ce moment, l'équipe est à la pourchasse des Condors du Cégep Beauce-Appalaches pour le 5e rang. Donc, si les séries débutaient aujourd'hui, à ce moment-là, l'Everest n'aurait pas à repasser par le processus de match suicide qui lui a valu une expulsion assez rapide l'an passé, le printemps dernier. Donc, l'équipe est seulement à moins de 4 points des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, avec en plus 3 matchs en main. Donc, c'est-à-dire qu'il reste 3 matchs de plus à disputer pour aller comparativement au calendrier des Condors. Ce faisant, l'Everest, techniquement, aurait la possibilité de se retrouver au 5e rang aisément avant Noël. Comme quoi que l'équipe a vraiment sa place dans la première moitié du circuit, peut-être même dans le top 5. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a du matériel suffisant pour aller s'intégrer et jouer les troubles de fête dans le top 4? Là, à ce moment-là, c'est Simon Labrec qui aura la réponse. Et Luc, si on compare avec l'année passée, l'Everest est en meilleure position que l'an passé. Oui, dans À la même meilleure date, position là? de l'an passé, oui, sans aucun doute, Michel, l'équipe est en meilleure position cette année, peut-être également avec beaucoup plus de profondeur. Ça, c'est un élément qui fait grandement la différence pour l'équipe de Simon Labrec. Donc, l'équipe est en meilleure posture. Est-ce que c'est parfait? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par perfection, mais il y a eu une grande amélioration comparativement à l'an passé, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est de trouver la recette pour Simon Labrec, d'aller s'intégrer dans le top 3 du circuit. Tu disais qu'il reste quelques matchs là, avant le temps des fêtes. À quoi qu'on peut s'attendre? Est-ce que
Est-ce qu'il y a beaucoup de corrections? On aura d'ailleurs le coach là, vendredi. On va pouvoir lui poser des questions à savoir s'il y aura des changements à faire. Mais est-ce que toi, tu prévois que Simon Labrec va effectuer des changements ou il va garder ça comme... il va garder il va garder la ligne qu'il utilise actuellement? Écoute, je vais te dire bien franchement, le gros point d'interrogation, là, ça sera de savoir ce qui va advenir avec Elliott Lavoie. Là, on sait qu'il est rappelé par les remparts. C'est malheureusement la beauté, le mal de la beauté, c'est-à-dire ici, en étant le calibre sous la LHJMQ, si les joueurs performent très bien, sont rappelés plus haut, c'est vraiment de savoir quels éléments vont pouvoir rester ici après le temps des fêtes, lesquels seront de retour, lesquels ne le seront pas. Ça va être vraiment un casse-tête que Simon Labrec devra conjuguer. Donc, c'est plus Simon qui aura vraiment la réponse là-dessus. Si vous me demandez personnellement, est-ce que l'équipe est en mesure d'être compétitive face au top 3? Est-ce qu'elle peut l'emporter face au top 3? Ça, à ce moment-là, c'est Simon Labrec là, qui aura les réponses parce que d'ici la pause du temps des fêtes, l'Everest va jouer contre deux formations du top 4. Donc, c'est-à-dire, elle va jouer contre le Titan de Princeville sur la route et va accueillir les Panthères de Saint-Jérôme ce dimanche prochain. Donc, c'est deux gros tests coup sur coup là, en l'espace de 72 heures pour la tour de Simon Labrec qui seront à venir. Donc, ça va être vraiment deux gros tests à venir là, pour l'équipe. Luc, est-ce qu'on peut dire que Longueuil, c'est la bête noire de l'Everest? Je ne sais pas, Michel, mais effectivement, c'est un très bon point que tu amènes parce que, je vais te dire bien franchement, au cours des 5 années d'existence, il n'y a pas eu de grande victoire face au Collège français de Longueuil. On sait que c'est une des deux formations les plus réputées dans le circuit Fixby en plus. Souvent, les grosses têtes dirigeantes dans la région de Montréal, là, à l'exception de Terrebonne, vont se pencher pour aller vers le Collège français de Longueuil. Donc, le fait de dire que c'est peut-être la baie noire, on dirait, je changerais le questionnable par l'affirmatif en disant qu'effectivement, le Collège français de Longueuil est la bête noire de l'Everest de la Côte-Sud depuis son introduction dans le cercle. Alors, on va suivre ça avec attention, mais il y a beaucoup de choses dans le sport actuellement. Moi, je voudrais t'entendre, et même Geoff Molson est surpris de son équipe actuellement. Pas Molson, mais Hughes, le nouveau directeur général, qui est fier de ses gars. Écoute, Canadien, je me souviens que notre chroniqueur au sport ici, Luc Carbonneau, avait mentionné que ça serait la déchéance tout au cours de l'année des Canadiens. Pas ça, là. Et ils sont quand même bien positionnés. Attends un peu, Michel. Attends un peu. On va faire du 110%. Non. Écoute, on va te faire entendre... On va le faire entendre la dernière chronique. Écoute, le Canadien se porte quand même très bien. Et c'est au-delà, je pense, de l'espérance des dirigeants du Canadien de Montréal. Ouais, effectivement, mais je veux juste dire, Michel, j'avais dit qu'au mieux, cette équipe-là se battrait pour une position dans les séries, mais qu'elle se terminerait à l'extérieur des 8e rangs. J'avais dit la meilleure position serait le 10e rang. Et étrangement, le Canadien est toujours 10e dans l'Est. Donc, jusqu'à date, j'ai pas tort, t'as pas raison. On est dans le yin et le yang. Ceci étant dit, effectivement... Okay. Il s'en sort bien, mesdames et messieurs. Il s'en sort très bien. Mais je vais te revenir là-dessus, Luc, au cours des prochaines semaines. Mais sérieusement, effectivement, le Canadien s'en tire très bien. Je pense pas... Moi, je m'attendais pas à avoir une fiche au-dessus de 500 là, après le premier quart de la saison. T'sais, on voit que cette équipe-là est traînée par un trio en ce moment, c'est-à-dire Cole Caulfield, Nick Suzuki et Kirby Dach. À l'exception de ça, à l'arrière, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a eu peut-être un petit soubresaut du côté de Mike Hoffman, mais mettons que Sean Monahan doit trouver le temps long tout seul sur la deuxième ligne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appui pour l'aider. On le voit, là, c'est vraiment... C'est ironique parce que le Canadien a un deuxième centre quand c'est pas le temps d'avoir un deuxième centre. On parlait souvent d'un premier centre, il en manque, on en a un, mais là, du côté du Canadien de Montréal, il n'y a pas de deuxième centre. On a un deuxième centre quand l'équipe devrait terminer en fond de cave. Ça, c'est plus problématique à ce niveau-là. Mais, tu sais, écoute, Luc, moi, je pense que... Honnêtement, le calendrier, il était favorable pour le Canadien. Là, on va rentrer dans les choses sérieuses parce que le mois de décembre, Michel, tu regardes les équipes contre qui tu vas jouer. Tu devrais jouer contre les Rangers. Tu devrais jouer également. Je sais que durant la pause du temps des fêtes, tu t'en vas au Colorado. Tu t'en vas jouer contre Dallas également.
tu n'auras pas de match facile. Puis on l'a vu contre les Devils la semaine dernière. Je vais te dire, le Canadien a des côtes à manger là, pour au moins là, face aux trois meilleures équipes de chacune des divisions dans la Ligue. Michel Bergeron, dans le Journal de Québec en fin de semaine, disait que son préféré comme gardien de but, c'est Montembeault. Et il se demande pourquoi ce n'est pas le gardien numéro 1. Écoute, lorsque Montembeault est dans les buts, ça fait toute la différence. Pourquoi que Saint-Louis s'obstine à placer Allen comme premier gardien de but, alors que Montembeault a prouvé qu'il était, sinon le meilleur, en tout cas, il est bon. Deux choses, Michel. Premièrement, tu ne peux pas désavouer un vétéran qui vient en plus de signer une prolongation de contrat pour les 2 prochaines saisons à 3,8 millions. Premièrement, Saint-Louis ne peut pas faire ça et tu veux garder une bonne attitude dans le vestiaire. Deux, effectivement, là, tu vas être content. J'avais dit la semaine dernière qu'il y a un mois que Samuel Montembeault était peut-être pas prêt pour avoir le rôle de gardien numéro 1. Je vais dire ceci. Là, présentement, je vais être d'accord. Il faudrait peut-être une répartition plus juste du nombre de matchs. Mais tu sais, Montembeault est bon pour 4-5 matchs. Après ça, ça va être une petite mauvaise séquence. C'est le même problème que Jake Allen. Moi, personnellement, je veux une répartition 50-50. Je pense qu'on est rendu à cette étape-là entre Jake Allen et Samuel Montembeault présentement dans la saison. Ça doit être un match match l'autre, ou encore 2 matchs. S'il n'y a pas de scénario de 2 en 2 ou encore de 3 en 4. Mais effectivement, Samuel Montembeault joue du meilleur hockey en ce moment. Puis je pense que Jake Allen aussi, c'est rare qu'on le voit frustré. Un bâton fracassé de la sorte comme il l'a fait la semaine dernière, c'est pas du tout du style que Jake Allen priorise. Je pense qu'il sait qu'il est dans une mauvaise séquence. Et à ce moment-là, oui, Michel, tu as totalement raison. Puis d'autres experts aussi ont bien beau au jeu de le dire. Samuel Montembeault mérite plus de temps de jeu. Puis permettre de Jake Allen peut-être de travailler plus longtemps avec l'entraîneur de gardien de but pour peut-être aller chercher des repères. Puis lorsqu'il sera prêt, ou du moins sera de retour un peu avec de meilleures performances, Jake Allen pourra revenir. Reprendre son titre de gardien numéro 1. Mais je pense qu'on est rendu dans une étape où est-ce que Montembeault aurait peut-être effectivement l'opportunité d'aller chercher plus de dépenses pour le mois de décembre. Luc, je sais que tu suis ça avec passion. Le Canada est champion du monde au tennis. D'ailleurs, ça fait la page couverture du Journal de Québec de ce matin. Là. Encore Félix Auger-Aliassime qui s'est démarqué. Écoute, il est rendu pas bon, il est rendu meilleur. Il est très bon. Je cherche les bons qualificatifs pour ce joueur de tennis là, québécois, soulignons-le. Bien, très bon, effectivement. Je pense que c'est le bon qualificatif. Maître dans son art, presque, on s'en rapproche. Moi, j'avais toujours dit qu'un joueur de tennis entre 22 et 23, tant aussi longtemps qu'il n'atteint pas 23 ans, il n'a pas atteint son paroxysme ou son maximum de talent. Là, je pense qu'on peut le dire, Félix Auger-Aliassime est en train d'atteindre vraiment son plafond et est en train d'exceller. Il va être là pour les prochaines années. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne faut pas oublier également, Félix Auger-Aliassime est 6e raquette mondiale. Il est à 2 rangs d'égaliser le meilleur rang jamais fait par un Canadien, c'est-à-dire Miloš Raonic en 2016, d'atteindre le top 4 mondial. Donc vraiment, Félix a fait de l'excellent travail encore une fois pour la Coupe Davis. Écoute, Michel, c'est un trophée qui a 120 ans d'existence. Première compétition qui a été réalisée en 1900 et c'est la première fois en 122 ans que le Canada va chercher ce trophée-là. Lorsqu'on parle d'une nation qui a fait de l'excellent travail au niveau du développement des joueurs, je pense que ce trophée-là, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Félix Auger-Aliassime, on parle beaucoup de Denis Chapovalov, mais il y a 2 personnes, moi, que j'aurais aimé ça qu'on en parle plus dans les médias québécois et nationaux. Vachek Pospisil est là depuis 2009, la même année que Miloš Raonic, et c'est lui le dauphin de Daniel Nestor en double. Il ne faut pas oublier, il faut le rappeler, les 2 matchs de quart de finale et de demi-finale qui ont permis au Canada de prendre part à la finale, c'est grâce à Vachek Pospisil parce que le Canada a eu besoin d'aller disputer ses matchs de double pour pouvoir passer dans les 2 rondes suivantes. Et sans Vachek Pospisil, je ne suis pas convaincu que le Canada serait passé également en finale pour remporter ce trophée-là. Et une autre personne qu'on ne parle pas suffisamment et qui fait en sorte que depuis 18 ans, le Canada est en pleine progression et est maintenant une tête d'affiche sur la scène mondiale au niveau du tennis. Et on n'en a pas parlé encore une fois cette fin de semaine. Louis Borfiga, l'ancien président responsable du développement de Tennis Canada qui a pris sa retraite
l'année dernière. Ben, tout ça, ce qui arrive présentement au sein du tennis canadien, tant du côté féminin que du côté masculin, c'est en partie de sa faute et c'est grâce à lui. Je vous rappelle qu'il était développeur au sein de l'association, de la Fédération de tennis française qui a développé de grands joueurs. On pense dans les années 90-2000, c'était beaucoup lui qui a développé les Gaël Monfils, les Joe Wilfried Tsonga. C'est grâce à lui que la France a pu voir ces joueurs-là. Eh bien, c'est grâce à lui si aujourd'hui, entre autres, le Canada a pu remporter sa première Coupe Davis. C'est un fait marquant. On n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement, parce que la Coupe du monde, la Coupe du monde de soccer a lieu présentement au Qatar et ça a jeté un peu d'ombre là-dessus parce que si la Coupe du monde avait eu lieu au mois de juillet, comme d'habitude, je peux te garantir une chose, on en aurait encore beaucoup plus parlé que qu'est-ce qu'on en a parlé hier et qu'on en parle aujourd'hui. En terminant, il te reste 1 minute et demie pour nous parler du Canada, parce que ça a été moins bien pour le Canada au Qatar. Défaite de 4-1. On dit défaite humiliante. 4-1, il me semble que c'est pas si humiliant que ça, mais en tout cas, défaite humiliante du Canada 4-1 contre la Croatie. Oui, bien, la défaite de 4-1, je dirais plus 3-1 parce que finalement, le quatrième but a été marqué lorsque il y avait beaucoup de pressing qui était effectué là, en milieu de terrain par l'équipe canadienne pour maintenir la balle dans la demi croate. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis, on s'entend, Michel, là, je veux dire, le Canada était possiblement dans le pire groupe qui pouvait se retrouver comparativement aux Américains et aux Mexicains qui ont eu, soit dit en passant, des poules beaucoup plus faciles, alors que le Canada a remporté le groupe de qualification de la CONCACAF, la beauté du soccer. On pourrait critiquer pour plusieurs raisons, notamment avec l'octroi du Qatar. Honnêtement, c'était une Coupe du monde d'apprentissage. Tu sais, je veux dire, ta moyenne d'âge, tu regardes tes joueurs vedettes, là, c'est quoi? C'est 24, 25, 26 ans, 27 ans au gros maximum. Il y a juste Boyan devant le filet qui est âgé dans la quarantaine. Donc, vraiment, à ce chapitre-là, le Canada n'a pas à rougir. C'était vraiment une Coupe du monde d'apprentissage. Écoute, il aurait fallu qu'on ait plié 46 fois à la Basilique de Saint-Anne de Beaupré puis qu'on ait monté l'oratoire 50 fois à genoux pour avoir été en mesure de passer à la ronde éliminatoire. Donc là, présentement, c'est un match nul au moins contre la Maroc, ça serait déjà ça, ou au moins une victoire. Là, je pense que aisément, ça serait l'expérience pour 2026 parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout semble indiquer que le Canada va faire partie de la Coupe du monde parce qu'il y aura une alliance entre Mexique, Canada et États-Unis pour la Coupe du monde en 2026. Luc, si on ramène ça chez nous, l'Everest cette semaine? L'Everest cette semaine qui joue à 19h à Pierrefonds contre le Phoenix de Montréal et à compter de 14h ce dimanche, le 4 décembre, les Panthères de Saint-Jérôme qui sont de passage à l'Aréna de Montmagny. Merci, mon ami Luc. C'est toujours très intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. Et en personne cette fois-là. OK, salut. Salut, Michel. Merci, c'est toujours intéressant. Voilà, Luc Carbonneau, notre chroniqueur de sport à CMA TV. Ça complète. On s'arrête pour la nouvelle positive, les avis de décès. On reçoit Mme Karine Boutin du Havre des femmes pour l'entrevue du jour.